Allez, bonjour à toutes et à tous. Dans cette émission, on va intercaler, avant de rentrer immédiatement dans le contenu pédagogique et la troisième borne de range, je pense que faire une émission séparée d'abord, une dernière émission un peu blabla avant de rentrer dans le contenu technique, me semble intéressant tout simplement pour éviter d'introduire ce blabla à l'intérieur d'une vidéo technique qui sera à mon avis déjà assez longue. Donc voilà, pour éviter que le contenu soit totalement bourratif et indigeste, je fais donc cette dernière vidéo un peu blabla, mais qui intéressera pas forcément tout le monde, mais en tout cas il me semble que c'est une question et une thématique qu'on doit absolument aborder avant d'aller plus loin. Tout simplement parce que quand je vais aborder les patterns techniques, je vais évidemment les décrire avec les outils que j'utilise moi, parce que c'est évidemment quelque chose que j'ai développé dans les dernières années et qui simplifie pour moi considérablement l'apprentissage technique de ces structures. Donc évidemment que moi je vais au plus simple, et pour moi c'est plus facile de vous apprendre à parler mon langage et puis après de vous raconter mon histoire que l'inverse. Et effectivement, je comprends totalement les critiques de certains qui reviennent à dire oui, mais dans ce cas-là, tu nous apprends tes patterns, mais tu nous obliges à utiliser tes outils. Chose qui me semble totalement, évidemment, absolument pas éthique et pas conforme à ce que je souhaite faire ici, puisqu'à mon sens, ce qui a le plus de valeur, c'est plutôt justement ces patterns que j'essaie de vous transmettre, et surtout pas d'essayer de m'en servir comme rabattage vers les indicateurs. Donc, on va faire une vidéo spécifique sur ça, comment utiliser correctement les notions que je vais introduire dans les stratégies, donc qu'est-ce que vous pouvez prendre de positif, et ce qui à mon sens a le plus de valeur. Et ça sera et ça restera toujours gratuit, sans utiliser les outils. Donc je vais vous donner les parallèles qui vous permettent de le faire de façon tout aussi efficace. Simplement, en fait, il faudra faire l'effort d'adapter le discours que j'aurai dans les parties techniques avec les outils parallèles que vous allez utiliser, mais qui fonctionnent en soi de la même façon, sauf que au lieu, en gros, que ce soit tout prémâché et que vous n'ayez qu'à lire, vous allez avoir un tout petit peu de pratique à mettre en place d'abord, positionner vos canaux ou vos différents trucs. Donc on va voir un peu comment faire tout ça et quelles alternatives et différentes possibilités vous avez dans ces cas de figure-là, parce que, encore une fois, qu'on soit clair, on est dans le domaine de l'indication technique, il y a autant d'indicateurs pratiquement que de traders, et même, enfin, voilà. En tout cas, ici, vous avez le loisir d'aller dans tout un tas de choses imaginaires, donc évidemment, faire attention à ne pas perdre son temps là-dedans, c'est clairement en réponse à la première émission qu'on a faite. Attention à ne pas chercher l'indicateur parfait, il n'existe pas. J'ai essayé pendant des années pour vous dire, il y a des bonnes et des mauvaises choses, certes, oui, tout n'est pas équivalent, mais en soi, ça vaut pas d'y perdre 3 ans à chercher quelque chose. Voilà, c'est surtout si vous cherchez le Saint Graal, il n'existe pas et ne perdez pas de temps à le faire, ni même à le chercher. Plutôt essayez de trouver quelque chose qui vous correspond, en tout cas quelque chose qui vous parle, et d'essayer de bien apprendre à maîtriser cet outil. C'est vraiment comme ça que ça doit fonctionner. Donc que ce soit des outils tels que les miens ou des outils grand public et disponibles gratuitement sur l'ensemble des plateformes de trading, apprenez à bien les utiliser. D'accord ? Il y a de toute façon une phase d'apprentissage. C'est pas juste ok super, je vais utiliser les trendlines ou les trend channels et ça se passe tout de suite, je place ça comme un dieu. Non, il va y avoir des erreurs et donc il faudra apprendre à progresser de ces erreurs. Tout comme si vous utilisez mes outils, il va falloir apprendre à les lire et il va y avoir des erreurs de lecture qu'il va falloir faire et progresser évidemment. Donc il y a un apprentissage technique qui est absolument nécessaire dans la stratégie, qui se fait souvent par erreur, et que ce soit via l'utilisation d'indicateurs ou via l'utilisation d'outils externes gratuitement disponibles sur l'ensemble des plateformes. Il va falloir apprendre à bien travailler avec. Ok ? Donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va essayer de rentrer dans suffisamment de détails pour que vous ne soyez pas perdus, sans nécessairement faire une vidéo d'1 heure, et pourtant, il y aurait énormément de choses à faire. Donc, il faut savoir que la partie ici que je vais traiter, c'est plutôt la surface. Vous laissez évidemment tout le loisir d'aller gratter sous cette surface, si c'est le choix que vous faites, donc d'utiliser des outils gratuits disponibles sur les plateformes. Évidemment, c'est la solution que je recommande, et on en avait déjà parlé, à tous les gens qui sont assez faiblement capitalisés. Pour la même raison, toujours pareil, si vous avez vraiment un très maigre capital, il faut savoir que, indicateur ou pas indicateur, vous allez de toute façon faire des conneries au début, parce que votre espérance de gain est perdante, et que cette phase, malheureusement, même si vous voulez travailler aussi dur que possible pour l'éviter, elle est inévitable, parce que les erreurs, vous devez les faire pour progresser, et pour faire travailler votre psychologie. Rappelez-vous ce qu'on a dit, ça ne peut se faire qu'en réel, et comme vous avez une espérance de gain perdante, vous allez devoir perdre un peu au début. Et se perdre un peu sur quelqu'un qui est très faiblement capitalisé, ça peut mettre en péril tout simplement votre durabilité, c'est-à-dire fusiller le compte et il n'y a plus d'argent, on ne peut plus trader. Ça, il faut évidemment l'éviter, donc maximiser l'utilisation de votre capital pour subvenir aux erreurs nécessaire de votre progression, et dans ce cas-là, vous achetez une bagnole de course en termes d'indicateurs, ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, au contraire, ne prenez pas les indicateurs, utilisez des alternatives gratuites. En soi, vous pouvez tout à fait faire le pont derrière vers les indicateurs quand vous aurez passé cette phase d'espérance de gain perdante. Vous pourrez éventuellement allouer une partie de votre capital à des choses comme ça, subsidiaires et supplémentaires, comme des indicateurs ou d'autres trucs, d'autres services qui sont payants, mais évidemment, ne surtout pas le faire dans vos premières phases d'apprentissage pour gens qui sont faiblement capitalisés.
Ceci dit, allez, on rentre dans le vif du sujet, assez d'introduction, assez de blabla, on passe au graphique et je vous montre 2-3 petites astuces donc pour trouver quelque chose d'assez similaire aux indicateurs, mais fait manuellement avec des outils gratos. Allez, c'est parti. Allez, alors donc même si ici c'est pas le plus facile, rappelez-vous donc, je vais pas rentrer dans les notions techniques des indicateurs, là je parle vraiment, et je pars du principe que si vous utilisez mes outils, vous avez lu le PDF, etc., ou en tout cas que vous commencez au minimum à comprendre ce que représentent les différents indicateurs. Donc je vais ici rester très en surface, si ça vous paraît insuffisant, lire le PDF, c'est là où vous trouverez les informations en plus. Donc, nous ici, ce qui va nous intéresser, c'est donc de trouver quelque chose qui va reproduire la lecture de ceci, donc des canaux de contexte et du canal de tendance. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le canal de tendance n'est ni plus ni moins que le canal de contexte de l'UT inférieur. Autrement dit, ça et ça, c'est le même algorithme, mais qui travaille sur 2 timeframes de base différentes. Donc déjà, il s'agit d'un seul outil. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, les canaux de contexte, je les ai construits volontairement pour qu'ils arrivent à s'adapter aux 2 états de marché principaux que sont le range et la tendance. C'est-à-dire que j'ai fait un peu un 2 en 1 en essayant donc que les avantages procurés en tendance ne soient pas trop impactants de manière problématique dans les ranges, ce qui est souvent le cas de la plupart des indicateurs automatiques, ou par exemple, si je vous parle de volatilité pure, de bande de Bollinger, c'est très efficace dans les ranges, ça pue du cul en tendance, enfin en tout cas c'est très peu utile en tendance. Vous allez par exemple avoir le trend, le super trend, lui pour le coup il est très efficace en tendance, mais qu'est-ce qui va vous foutre dans la merde dans les ranges? Donc toujours pareil, les outils qui sont semi-automatiques, qui se tracent tout seuls dans les plateformes, il y en a plein, mais ils sont souvent plus efficace dans un des 2 contextes que dans l'autre. Donc, si vous utilisez ces outils, la première des choses à faire, c'est de bien comprendre l'avantage et l'inconvénient. Est-ce que votre outil est plutôt versatile, capable d'évoluer dans les 2, on va dire plus ou moins équilibré entre ces 2 états de marché, ou est-ce qu'il est très favorable avec une détection très précise de l'un de ces 2 contextes? Si c'est le cas, eh bien, il va falloir utiliser 2 outils différents. C'est la première des choses. Il vous faudra, entre guillemets, donc 2 boîtes à outils. Une boîte à outils tendance et une boîte à outils range, à moins que vous trouviez un outil qui soit plus ou moins évolutif et qui puisse réagir convenablement dans les 2 cas de figure. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Framework, et j'aime autant vous dire que ça m'a quand même pris 6 mois, 1 an de développement pour arriver à un truc convenable. Voilà. Et je continue toujours de l'améliorer, cet algorithme, puisque des fois, il répond pas comme je veux. Et ça, il va falloir que vous le compreniez. Un algorithme, donc que vous utilisiez Framework ou que vous utilisiez n'importe quelle autre alternative existante, bande de Bollinger, Keltner Channel, il y a tout un tas ici de possibilités qui peuvent répliquer ce type de sentiment-là. Soyez conscient que c'est un indicateur, donc il ne réagira pas toujours parfaitement. Il réagira avec des marges d'erreur, et à vous de voir. Donc là, je vous laisse un peu fouiller, mais la question que vous devez vous poser, c'est donc, est-ce que mon indicateur est plutôt adaptable, ou est-ce qu'il est plutôt adapté de base à un des 2 états de marché? Dans ce cas-là, il va falloir utiliser un autre indicateur dans un contexte différent, parce qu'on va devoir trader à la fois du range et de la tendance, et vous allez devoir avoir votre boîte à outils pour chacun de ces 2 contextes. Ok? Deuxième chose, ce qui nous intéresse, et c'est ce qu'on a vu dans l'émission précédente, ces contextes, ils représentent quoi? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de dire, ok, je dois donc trader sur 2 timeframes, ça j'ai compris, je dois avoir une boîte de tendance, une boîte de contexte, ça j'ai compris. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose, si vous voulez pouvoir transposer la donnée que je vais vous donner, qui est donc casée sur mes déplacements de prix dans les contextes. Ce qu'on a dit dans l'émission précédente, pour moi, les contextes, c'est la représentation graphique de la gestion du risque. D'accord ? C'est l'étude dans le temps de la gestion du risque et de regarder où les investisseurs se sont positionnés dans le passé pour détecter différentes patterns qui ne présagent pas de ce qui va se passer, mais orientent considérablement parfois les probabilités de succès ou d'échec, qui est tout ce qu'on cherche. Donc en fait, ces canaux de contexte, pour moi, c'est l'évolution des zones d'offres et de demande dans le temps. Donc il va falloir que vous trouviez des outils qui fassent la même chose. Autrement dit, pour moi, si vous utilisez par exemple Supertrend, il y a un problème. Pour moi, Supertrend, ça va donner que les zones d'offres dans une tendance. Bon, c'est quand même le plus intéressant. Normalement, dans la tendance, on fait du suivi de tendance. Donc, si vous ne voulez pas ou absolument pas faire de contre-tendance, ok pour le super trend. Mais encore une fois, le contre-tendance va nous aider dans la lecture de la tendance. C'est ça qui est hyper important. En tout cas, quand je vais attaquer des patterns assez expérimentés, et ben là, je vais avoir besoin que vous ayez un cadrage de la zone de demande. Et le super trend sera incapable de le faire. Donc attention, il y a certains outils qui seront incompatibles avec certains niveaux de progression dans la stratégie, mais qui pourront tout à fait être adaptés à des niveaux de débutants ou intermédiaires. Mais attention, si vous voulez faire de la lecture contre-tendance, ce qui permet de maximiser le rendement à la fois dans la tendance et dans son suivi, il faudra des outils qui permettent de cadrer à la fois l'offre et la demande. Donc il me faut vraiment une borne supérieure et une borne inférieure, ce qui ne sera pas le cas donc d'un super trend. Ok ? La bande de Bollinger peut faire le travail, vous avez une borne haute, une borne basse. Mais comme on l'a dit, en tendance, c'est pas très bandant, la bande de Bollinger, elle va surtout vous donner les zones d'offre, enfin les zones de demande, et la zone d'offre, elle est généralement complètement paumée en bas, et pas du tout en lien avec la réalité.
Ok, donc dans ce cas-là, soit vous utilisez une combinaison d'outils, mais il faut arriver à obtenir 2 zones. Ok, donc deuxième chose, 2 zones, 2 boîtes à outils, tendance et range, sauf si l'outil est vraiment adaptable, mais soyons bien clairs, c'est relativement rare et c'est un travail extrêmement difficile. J'ai passé 6 mois à faire un truc qui soit à peu près potable. Donc voilà, c'est ça qu'il faut que vous obteniez. 2 zones qui évoluent dans le temps, ça ne peut pas être des choses horizontales, hein, d'accord? Les supports et les résistances horizontales, on les obtiendra grâce à la lecture de ces outils dynamiques, mais voilà, on ne tradera pas, on n'utilisera pas d'outils qui restent statiques dans le temps. On doit avoir toujours des outils qui évoluent, ok? Des outils dynamiques qui évoluent avec le prix, puisque la gestion du risque, c'est l'évolution des zones d'offres et de demande dans le temps. Donc il s'agit bien d'évoluer, c'est jamais quelque chose de basique et de statique, ok? Offre et demande dans le temps, 2 time frames, 2 boîtes à outils ou une boîte à outils qui arrive à suivre ce tendance et range, et évidemment on est là plutôt sur quelque chose qui va ressembler. Maintenant donc ce qui va nous intéresser, n'oubliez pas de le mettre sur 2 time frames, c'est de voir sous quelle forme on peut le faire avec des outils le plus basiques, c'est-à-dire vraiment l'analyse technique sous sa forme la plus pure, des outils graphiques, c'est-à-dire là pas d'utiliser des formules mathématiques qui permettent de calculer automatiquement des zones d'offre et de demande, mais de vous les trouver en vous sortant les doigts, en traçant des lignes de tendance, des canaux, chartistes, etc. Pour moi, la forme la plus pure, mais aussi la plus emmerdante pour les débutants. Qu'on soit bien d'accord, ici on atteint le niveau de simplicité le plus élevé, c'est très simple, c'est la forme la plus pure, mais par contre c'est aussi la forme où la subjectivité est la plus élevée, c'est-à-dire que pour moi, la subjectivité, c'est la mort du débutant, parce que c'est là où le professionnel va exceller sans aucun problème, parce que son expérience anéantit la subjectivité, ou en tout cas la réduit considérablement, là où le débutant, ne sachant pas trop quoi faire, va laisser entrer tout un tas de doutes perceptibles. Donc là, il faudra bien apprendre à utiliser, et attention, autant je pense que tracer des outils manuellement procure une gestion du risque, et même, j'ai envie de dire, des zones spéculatives parfois même plus précises que les outils automatiques, c'est même souvent le cas. Par contre, si vous vous plantez dans le traçage de ces objets graphiques, là pour le coup c'est l'effet inverse, vous laissez entrer le risque dans votre gestion du risque. Donc là vraiment faire attention, c'est vraiment à double tranchant, plus précis à condition d'utiliser correctement. Okay, c'est là un peu tout l'intérêt des algorithmes, c'est que comme ils font une partie du travail à votre place, évidemment ils introduisent une marge d'erreur, parce que l'algo du coup a son propre effet négatif, des erreurs de calcul, mais par contre normalement il est supposé quand même être plus efficace qu'un débutant. Bref, cela dit, on y va direct, trêve de blabla. Donc, avec des outils graphiques, comment on utilise une combinaison très efficace pour remplacer les canaux de contexte pour ceux qui sont débutants faiblement capitalisés et qui ne doivent pas s'offrir les indicateurs, mais qui doivent quand même apprendre la stratégie, apprendre à maîtriser la troisième borne et limiter leur impact d'espérance de gain négative. La structure la plus efficiente que j'ai trouvée de toute façon, c'est pour la tendance, utiliser le canal de tendance et éventuellement en cas de rupture, les lignes de tendance. Mais normalement, votre meilleur ami, ça doit être le canal. C'est-à-dire que quand vous voyez une perception tendancielle, ça doit se confirmer avec la création d'un canal de tendance. Comment on crée un canal de tendance? Ça se crée de toute façon toujours avec un mouvement creux et sommet ascendant. La tendance est basée par la cassure d'une résistance et la tenue d'un support plus élevé que le précédent. D'accord? Donc il y a existence de tendance pour vous qu'à partir du moment où ici vous allez déborder la résistance. Par exemple, de ce mouvement-là, vous avez un point majeur ici, supérieur au précédent, puis vous cassez la résistance précédente. À ce moment-là, il y a existence potentielle d'un mouvement de tendance, donc ici il y a création d'un canal de tendance. Et évidemment, la tendance doit se maintenir à l'intérieur. Donc ici, la règle que vous allez suivre et qui est très simple, c'est de dire quand je dois tracer mon canal, si le prix monte, je dois tracer mon canal à partir des 2 points de support récents et je dois chercher le point le plus haut à l'apex entre les deux. Okay, c'est-à-dire le point qui englobe tous les prix ici. Je dois chercher la tangente. Okay, voilà où se trouve mon canal de tendance. Et là, en réalité, vous avez la même chose, en tout cas une réplication qu'on pourra utiliser dans ma stratégie avec les mêmes termes techniques dans laquelle vous avez votre zone de résistance, votre 50% de canal et la zone support. Ok ? Donc là, ça sera l'équivalent ici par rapport au time frame qu'on vient de mettre de mon canal de tendance. Ok ? Alors vous voyez qu'il y a quelques différences. Ici, le canal de tendance est détecté ici, moi il est détecté plus bas. Il y aura des petites modulations, évidemment, mais normalement, la stratégie et dans la lecture des outils, ça restera pour vous assez similaire, et en tout cas, les patterns que je vous apprends pourront être répliqués avec ces outils-là.
Ok? Donc, dès qu'il y a creux et sommet ascendant, positionnement d'un canal de tendance. Après, on regarde si les prix se maintiennent dedans, oui, non, jusqu'où ils sont allés. Ici, en l'occurrence, on échoue dans la partie haute du canal et on en sort par le bas. Autrement dit, il n'y a donc pas de tendance à ce stade-là. La seule chose qu'on va faire, c'est regarder si le marché casse le creux. Puisque donc, si on casse le creux, là, on a un problème. On casse pas le creux. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode range et on va utiliser donc notre trousse à outils du range. La trousse à outils du range, qui est donc pas celle de la tendance, ça va être, et à mon avis le meilleur outil que j'ai pu trouver, c'est celui de la fourchette d'Andrews. Mais attention, pas la fourchette d'Andrews classique. Le principe ici étant donc le marché cassant le canal, invalide la structure de tendance, on va donc devoir passer en mode range jusqu'à nouvel ordre. Il va falloir donc se placer par rapport aux 2 points résistants récents, ok, et au niveau du point de support. D'accord. Enfin, pardon. On prend les 2 dernières résistances. Enfin, on prend une résistance, le support, la résistance, dans le placement de l'outil. Ok. Et on va utiliser ici ce qu'on appelle l'inside pitchfork. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ici utiliser entre inside et original. Ok. Vous allez devoir balancer pour trouver de toute façon celle qui sera baissière. Donc là, attendez, il faut quand même que je me place au sommet. Et voilà. Ok? Donc vous allez devoir osciller entre les deux. La plupart du temps, normalement, c'est la pitchfork inside qui doit faire le travail. Ok? Là, vous voyez que l'inside ne fait que corroborer le canal précédent. Donc là, en soi, elle ne sert à rien. Ici, c'est vraiment l'autre qu'il faut mettre. Tant que vous allez rester à l'intérieur de ça, vous serez dans une structure de range. Autrement dit, ici, vous êtes bien en range, vous ne savez pas. Ici, vous sortez par le haut. On retourne donc dans un schéma d'invalidation de schéma baissier. D'accord? Et ici, donc, la lecture que vous allez en faire, c'est que le marché a tenté de ranger, il a probablement rangé à plat, peut-être que la tendance va se réactiver. À ce moment-là, vous remettez un canal de tendance. D'accord? L'échec dans une structure conditionne l'utilisation de l'outil opposé. Si votre structure de range est invalidée, c'est qu'il y a probablement une tendance, donc réutilisez vos canaux de tendance. Si vos canaux de tendance sont brisés, alors attention, il ne s'agit pas juste de sortir un peu du canal de tendance, mais quand on a vraiment sorti et maintient de la valeur en dehors, là il faut clairement vous dire qu'il est temps de passer à la pitchfork, soit l'inside, soit l'original. Mais en tout cas, il faut en trouver une qui part dans le sens opposé du signal précédent. Là, le canal était acheteur, il vous faut une pitchfork baissière. À vous de jouer entre l'inside et l'original. Normalement, 90% des cas, ce sera en inside. Hein, voilà. Donc ici, l'échec de notre pitchfork tout à l'heure conditionne la création d'un nouveau canal, cette fois dans le sens haussier. Dans le sens haussier égal, je dois donc de nouveau tracer mon canal de tendance à partir des points bas précédents. Les 2 points de support, celui qu'on a formé et celui qui précédait. À l'apex précédent, voilà le nouveau canal de tendance. Quand on est sorti de la pitchfork ici, voilà le canal qu'il faut constituer. À ce stade-là, on va donc noter que les prix oscillent autour du 50%, puis vont chercher la partie haute et en sortent par le haut. Ici, il y a bien installation d'un mouvement de tendance haussière, au même moment où vous voyez mes outils qui arrachent les canaux de tendance. Par contre, rappelez-vous ce qu'on a dit, il faut le faire sur le canal de tendance, mais il va falloir faire ce même travail sur les canaux de contexte. Donc, c'est évidemment un travail un peu fastidieux, qui n'est pas si compliqué, mais encore une fois, le faire automatiquement, ça a un coût. Un coût que certains d'entre vous ne peuvent pas s'offrir, et dans ce cas-là, ne soyez pas bêtes, utilisez votre capital pour faire des erreurs, et faites-vous pénitence, tracer des canaux à la main pendant les 6 premiers mois ne vous tuera pas, et si après vous arrivez à passer la phase où votre capital est en risque, vous pourrez éventuellement à ce stade-là envisager de dépenser de l'argent pour des outils subsidiaires comme des indicateurs ou autres. Mais ne commencez pas par des indicateurs si vous êtes faiblement capitalisé, il faut garder votre argent pour faire des bêtises. Ok? Surtout dans la phase des 6 premiers mois où votre espérance de gain est perdante et où il sera quasi inévitable de perdre un peu d'argent. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Ce même exercice, donc, il faut le faire sur une unité supérieure, c'est-à-dire vous ancrer sur des creux et sommets plus larges. Là, ici, en l'occurrence, bon, on a affaire au range le pire qui puisse jamais exister, hein, là où on casse des résistances, puis des supports, puis des résistances, puis des supports. Là, c'est vraiment le pire des cas de figure, puisque là, très sincèrement, vous cassez les canaux de tendance, puis vous cassez derrière les pitchforks, puis vous cassez les canaux de tendance, etc. Mais si on avait dû faire l'exercice, ici, c'est comme ça qu'on l'aurait fait. Donc là, à la cassure des zones résistantes, on est donc obligé de constituer un canal à partir des 2 creux précédents, mais comme ils sont descendants, on est emmerdé, c'est-à-dire qu'on doit tracer ce canal-là sur le contexte, qui est donc cassé par le haut, retracé en pullback et extraction haussière. Donc à ce moment-là, on est emmerdé. Comment on fait? Du coup, il faut qu'on trouve un mouvement acheteur, mais on a des creux descendants. Bref, on est super emmerdé. À ce stade-là, on est obligé de se laisser porter sans savoir où on va. Une fois qu'on arrive ici, le mouvement se replie, donc on est obligé de faire l'inverse. On est normalement obligé de chercher un support. Après, donc, en utilisant les 2 oscillations
haussière, au creux, et on est donc obligé normalement, on est supposé trouver un achat par là, sauf que, oh putain, ça marche encore pas, il recasse le support, bref, là c'est vraiment l'enfer, parce que la structure en élargissement ne fonctionne absolument pas dans ces stratégies-là. Autrement dit, là, à chaque fois qu'un sentiment tendanciel émerge, il n'y a pas de tendance, ok, vous cassez la tendance, derrière vous allez donc chercher une continuation de la tendance, vous allez donc utiliser la pitchfork, ok, vous allez la mettre comme ça, ok, vous allez faire ça, puis vous allez vous dire, ah putain, on revient traiter la zone de gestion du risque, vous voyez, mes contextes correspondent avec ça, ça se croise bien au même endroit, et ici, ah bah que dalle, allez, on en sort par le haut, donc pas de range, égale donc tendance haussière, et là peut-être même qu'on va refaire encore une fois un nouveau coup de rechute pour invalider les tendances haussières. Donc il faut faire vraiment très attention, là on a affaire à des ranges complètement fou à Wall Street, c'est la structure en élargissement la plus emmerdante qui existe. Il y a simplement ici aucun algorithme et aucune stratégie qui puisse naviguer ces structures-là en élargissement, ou tout simplement on casse à la fois des supports et des résistances, c'est le pire de tout. Voilà. Donc là évidemment ici, je prends le pire exemple pour illustrer ce propos, mais voilà, comprenez bien que vos deux boîtes à outils, vous devez les utiliser en divergence. Quand l'une échoue, vous mettez en place la suivante. Ok ? C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment, il y a des cas de figure où ça va bien réagir, il y a des cas de figure où vous serez légèrement en retard avec ces outils-là, parce qu'évidemment, il n'y a pas l'aspect algorithmique ici qui cherche à anticiper. Il faut bien comprendre que moi, ce que vous avez ici, c'est quelque chose qui, par moment, prend un peu de risque en disant « Ah, moi, je pense que c'est ça, donc je vais me retourner par anticipation. » Il faut vraiment faire attention à ça. Donc évidemment, il y a des avantages à ça, et ça apporte aussi des inconvénients par des faux signaux. Rien n'est jamais sans conséquence. Voilà, ceci dit, cette combinaison pour moi, c'est clairement la plus efficace pour la partie graphique. Maintenant, reste à parler de la partie momentum, et c'est pas des moindres, c'est-à-dire la partie signal, parce qu'il ne s'agit pas juste de trouver les zones spéculatives, il s'agit de savoir si on va les trader. Alors ici, je vais aller très rapidement à la conclusion, il y a des centaines et des centaines de possibilités, mais globalement, il y en a une qui fonctionne bien mieux que toutes les autres. J'ai passé des années à chercher toutes les combinaisons là-dedans. Sincèrement, pour moi, le mieux, c'est un indicateur de momentum. Choisissez celui que vous affectionnez le plus parmi les grands classiques, on va dire, entre le RSI, le MACD et éventuellement le stochastique, même si, voilà, évitez les combinaisons de deux de ces indicateurs-là que je vois souvent, genre RSI, MACD, c'est nul, ça sert à rien, RSI stochastique, c'est bien, mais c'est pas génial, c'est très proche en termes de signal, et par contre, utilisez une deuxième source d'information, et ça pour moi, c'est vraiment là que la gestion du risque très précise se met en place. Pour vous expliquer précisément en gros à quoi ça correspond, sur un indicateur RSI, les seuls signaux que vous allez avoir, d'accord, hop, voilà, sur un RSI, le seul truc que vous allez avoir, c'est tout simplement, soit vous avez un signal favorable à la vente, soit favorable à l'achat, vous allez avoir 2-3 patterns, mais en termes de nuances de gris sur le signal, vous êtes quand même pas bandant, quoi. En gros, c'est j'ai un signal ou j'ai pas un signal, c'est un peu on-off, et j'aime pas trop ça. Rappelez-vous que la gestion du risque, ça doit être de la nuance de gris, ça doit être ok, mais il y a ça qui va un peu moins bien, donc pour ça, il faut plusieurs sources d'informations. Pour moi, la meilleure combinaison possible qui puisse se faire, c'est le momentum et le cycle. Pour ça, vous avez plusieurs outils de disponibles. Sur la plateforme TradingView, vous avez ça sous forme de sine wave. Il en existe plusieurs. Je vous laisse libre choix, évidemment, de choisir celle que vous préférerez. Vous avez tout un tas de choix. Voilà, bon là par exemple, je pourrais essayer juste celle-ci. Voilà, le principe est donc, évidemment, là j'ai pas le temps de rentrer dans la lecture d'un indicateur de cycle, donc à vous quand même de faire pénitence, gratter la surface, renseignez-vous un peu sur ce que sont ces trucs-là, quelle est la psychologie derrière ces indications-là, et comment vous allez pouvoir trouver une combinaison satisfaisante pour obtenir un signal avec un petit peu plus de nuances de gris. Autrement dit, j'ai un signal momentum, mais les cycles ne sont pas favorables. On commence à rentrer dans le nuance de gris. En fait, quand vous combinez deux informations, en réalité, si ces deux informations sont binaires, je peux ou je peux pas, quand vous avez deux informations, vous avez 4 possibilités. Donc ça donne 4 nuances de gris. Vous avez, j'ai le signal de momentum, mais j'ai pas le signal de cycle. J'ai le signal de momentum et j'ai le signal de cycle. J'ai pas le signal de momentum, mais j'ai le signal de cycle. Ou j'en ai aucun des deux. Donc là, vous avez 4 nuances de gris. Alors qu'avec un RSI seul, vous n'en avez qu'une seule. Voilà. Donc, essayez évidemment d'avoir plusieurs patterns sur votre indicateur de momentum, à savoir, donc, ce qui est important, c'est à mon sens d'avoir au moins 3 patterns, on va dire le surachat, la survente, la divergence standard et la divergence cachée sont la base de l'utilisation d'un RSI, mais vous pouvez utiliser d'autres choses, il y a par exemple le traçage de canal de tendance sur le RSI, ça peut fonctionner, à vous de trouver vos propres patterns là-dessus, ok ?
Sur Sine Wave, la pattern est relativement simple, à savoir, Sine Wave peut vous aider surtout à distinguer les oscillations des marchés non oscillants, c'est-à-dire un marché en tendance est généralement un marché qui oscille peu et qui va créer beaucoup de bruit sur votre Sine Wave. Ça doit vous permettre de confirmer les tendances, notamment, entre autres. Mais ça va aussi vous permettre de dire et d'invalider tout un tas de timing. Par exemple, vous auriez pu vendre ce signal-là et pourtant, en fait, non, voilà, ce signal-là n'est pas important, celui-là non plus, puisque la Sine Wave n'est clairement pas en zone optimale. Par contre, ici, oui, là, oui. C'est ce qui vous aurait permis, en fait, de filtrer ce niveau de surachat, mais d'utiliser celui-ci, par exemple. Donc voilà, c'est là où le cycle fonctionne excessivement bien en filtrage des signaux de momentum. Donc je vous recommande de creuser dans ces zones-là. C'est pour moi la meilleure alternative et c'est d'ailleurs celle que moi j'utilise ici. Toutes les patterns que je crée avec Zidber et compagnie sont détectées par une conjonction de ces cycles et de ces momentum. Donc c'est vraiment comme ça qu'on obtient, à mon sens, les signaux de meilleure qualité. Donc si vous voulez répliquer quelque chose qui soit à peu près similaire à ce que j'ai, en tout cas quelque chose qui sera compatible avec la gestion du risque de la stratégie, pour moi utiliser ces indicateurs-là, c'est vraiment les meilleures solutions. Voilà. Vous avez plein d'autres options en termes de momentum, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le RSI. Moi, personnellement, celui que j'ai ici est plus proche d'un autre indicateur de momentum. Donc, si vous voulez quelque chose de très similaire, moi, je vous recommande d'utiliser le TSI, True Strength Index. Vous verrez qu'il a une réactivité un peu plus proche. Moi, en fait, le RSI, c'est trop rapide pour moi. Le TSI, c'est un petit peu trop lent. J'ai quand même créé un truc un peu entre les deux. Mais voilà, vous pouvez essayer de moduler ça. Pour moi, le MACD, on est vraiment sur quelque chose de trop lent. Ça colle pas pour moi. Donc, c'est vraiment RSI ou TSI. Le TSI que vous pouvez régler, normalement, moi, il me semble que je le mettais en période 14. C'est 9-14. Moi, il me semble que c'est ça. Voilà. Le plus proche de ce que j'ai moi, c'est vous prenez un peu ce truc-là. La longueur de signal, on s'en fout. Hein. Vous pouvez même enlever l'indicateur de signal. En soi, il nous sert vraiment à rien ici. Voilà. Vous pouvez vraiment garder ça, et à mon sens, voilà, ça plus les cycles, et vous avez quelque chose de pas mal. Par contre, évidemment, là, à vous de redéfinir vos niveaux de surachat, de survente, etc. Donc si vous utilisez ça, trouvez des patterns, filtrez-les avec les cycles, et vous avez quelque chose de bien. En attendant, je pense qu'on a tout ce qu'il faut ici pour passer en conclusion. Ok, donc si on résume, les outils, c'est un luxe. C'est un luxe que vous pouvez vous offrir si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie et que vous voulez rester totalement indépendant, pas être à l'ajout d'une salle d'indicateurs ou etc. Totalement compréhensible, je ne vous critiquerai pas là-dessus. Voilà, donc vous le faites, il n'y a aucun souci. Les alternatives sont nombreuses, qu'elles soient de manière calculée automatiquement, mathématique, donc des formules, des indicateurs. Il y en a plein. Essayez d'avoir quelque chose de rationnel, donc rappelez-vous, ce qu'il nous faut, c'est surtout avoir deux zones. Il nous faut l'offre et la demande. Si vous avez un indicateur qui n'en propose qu'une, eh bien il est incomplet, il faudra le compléter avec un autre outil, ou alors vous ne pourrez pas effectuer les lectures pondérées de mesure du risque, donc pas de contre-tendance, et vous verrez que pour la tendance, la contre-tendance en soi, on en a besoin, même si on ne la traite pas, on a besoin de la détecter. Voilà, donc c'est encore une fois des interdépendances très importantes, donc vous allez pouvoir tout simplement pas utiliser la moitié des choses que je vais vous apprendre si vous n'aviez qu'une seule pondération offre ou demande dans une tendance. Il me faut vraiment les deux. Dans un range, normalement, la plupart des outils compatibles avec le range vous proposeront 2 bornes. Donc voilà, à vous de trouver quelque chose. Mais donc pensez bien qu'il faut ces 2 bornes à tout instant, que ce soit en tendance ou en range. Il faut que vous puissiez me dire à l'instant T, c'est ici que se trouve la zone de demande, c'est ici que se trouve la zone d'achat. Essayez d'avoir quelque chose qui est à peu près proche des indicateurs. Je vous publie tous les jours des émissions, donc vous avez le rendu graphique de ces indicateurs sur des marchés en temps réel. Donc essayez de trouver quelque chose qui se rapproche à peu près. Ce sera plus facile pour faire les parallèles. Maintenant, bon voilà, ce qui est important, c'est que la psychologie soit là. Donc qu'il y ait bien 2 zones, qu'il y ait bien 2 réactions distinctes de l'indicateur ou des outils que vous utilisez, en range et en tendance. Ça, c'est absolument essentiel. Si votre truc se comporte de la même façon dans les deux, c'est qu'il n'est pas efficace, en fait. Donc ça doit vraiment se comporter différemment en range et en tendance. C'est absolument important et ça doit être notifiable et visible sur le comportement de l'outil, ou alors utiliser 2 outils différents. Tout à fait, une bonne solution également. Pour la partie signal, la meilleure des combinaisons, vous pouvez chercher des années si vous voulez, faites-le. Je ne peux pas vous interdire de le faire, mais je peux vous dire, je peux vous faire gagner beaucoup de temps. Restez sur un indicateur de momentum, les indicateurs standards, le top 10, voilà, CCI, RSI, MACD, stochastique, vous en piochez un et vous me foutez ça avec des cycles, vous apprenez vos patterns, pas besoin d'y passer 6 ans, hein, il vous faut simplement 2-3 patterns de momentum que vous maîtrisez bien, apprendre à les filtrer avec vos cycles, comprendre le fonctionnement cyclique, ça vous prendra un petit peu de temps, mais renseignez-vous sur Internet, il y a tout un tas de choses. Je vous ai fait une petite introduction dans mon PDF si ça vous intéresse, mais sinon vous pouvez tout simplement aller vous cultiver sur Internet, il y a plein d'informations sur Sine Wave.
Euh, Apprenez à maîtriser un petit peu donc cette notion de signal. L'important, c'est pas d'avoir un signal avec 10 nuances ou 50 nuances de gris, mais déjà au moins d'avoir quelque chose qui ne soit pas juste on-off. Comme on l'a dit, rien que cumuler 2 informations, ça vous donne déjà 4 nuances de gris, c'est déjà bien. Pas besoin d'aller chercher un truc stratosphérique dès le début. En tout cas, on n'aura pas besoin d'une gestion du risque aussi précise que peuvent donner mes indicateurs au départ. En soi, quand il s'agit d'apprendre les ranges, que ce soit un signal de TP validé, exit, machin, tout ça on le verra, c'est surtout très utile pour la gestion du risque très élevé des niveaux très avancés, et donc plutôt pour la gestion du risque des expérimentés. Mais quand vous êtes débutant, encore une fois, la bagnole de course que sont les outils vous sert franchement pas, ou en tout cas vous l'utilisez à 20% de son potentiel. Donc c'est un luxe, ok, mais pas une nécessité. Moi, ce que je vous recommande par-dessus tout, c'est vraiment si vous êtes faiblement capitalisé, vous pouvez éventuellement vous dire je me forme et peut-être après, si j'arrive à devenir un peu profitable, je mets des sous dans ces trucs-là. Ou alors, je comprends tout à fait que vous vous dites je veux pas être dépendant, je veux pas, je sais pas ce qu'il a mis dans ses codages, je veux pas et je lui fais pas confiance, je préfère utiliser des outils. Par contre, vous pouvez tout de suite quand même utiliser tout le savoir technique que je vais vous partager avec ces simples notions d'utilisation d'un canal et d'une fourchette d'Andrews. Par contre, apprenez à bien les positionner. Si vous les positionnez mal, c'est à double tranchant. Comme je vous dis, ce sont des outils redoutables, mais il faut bien les utiliser. Voilà. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser là-dessus. On passe donc dans l'émission suivante, l'application, 3e borne de range, et tout ça, tout ça. Sur ce, bonne journée et à la prochaine.